Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette fois tout seul pour se raconter des petites histoires un petit peu effrayantes. On a officiellement passé la barre des 17 000 abonnés à 16 900 abonnés, on applaudit. Deux histoires, deux mystères, on ne connaît pas ce qui s'est passé. Je vais vous raconter et vous allez faire vos propres théories, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première histoire. La première histoire, c'est celle de Dyatlov Pass, qui cumule les deux choses les plus effrayantes du monde, les années 50 et la Russie. Je me suis mis en plus dans l'ambiance, j'ai mis le pull de Freddy Krueger, on est nickel. Dyatlov Pass est donc une région de Russie dans laquelle il est possible de faire des randonnées. C'est une région montagneuse et enneigée. 10 étudiants, 8 hommes et 2 femmes vont décider de partir faire une randonnée, ils sont tous amis et voilà, ils veulent partir. Un des étudiants tombe malade et donc ne part pas pour le voyage. Et vous allez voir que c'est une bonne chose pour lui, il a jamais aussi bien fait de tomber malade. Les autres partent, ils arrivent à Dyatlov Pass, ils font leur petite randonnée, tout se passe bien, jusqu'à arriver le moment de manger le soir, le repas du soir. Donc ils posent leur petite tente dans la neige et commencent à manger. Le repas se passe merveilleusement bien et ils vont se coucher. Malheureusement pour eux, ce fut leur dernière nuit. Ouais, à tous, les 9 sont morts. Les 9 randonneurs ont disparu, les policiers arrivent sur les lieux et trouvent leurs tentes déchirées de l'intérieur. En gros, les tentes ont été abandonnées et ça voudrait dire qu'ils ont eu tellement peur de quelque chose qu'ils l'ont déchiré de l'intérieur. Il y a des, il y a des fermetures, il y a des machins, ils l'ont déchiré et ils sont partis. Ce qui est extrêmement bizarre. D'autant plus qu'aucune trace de pas n'a été retrouvée à part les leurs dans la neige. Donc qu'est-ce qui a fait peur à ces randonneurs? Comme je l'ai dit, les traces de pas des randonneurs ont été retrouvées. Et donc, on a des traces de pas de pieds nus ou de pieds avec une seule chaussure. Ce qui montre que, ils se sont barrés très vite, quoi. Ils se sont même pas habillés, ils sont partis. 2 premiers corps sont retrouvés dans un rayon d'1,5 km à peu près autour des tentes. Ils étaient en sous-vêtements, sans chaussures, ce qui du coup confirme le fait qu'ils soient partis sans s'habiller ni rien. Et la mort semble être due à une hypothermie. Jusque-là, rien de bizarre. Si t'es en sous-vêtements et que tu cours dans la neige en Russie, tu crèves. Les 7 autres sont retrouvés un peu plus tard et c'est là que c'est extrêmement étrange. 2 victimes ont les côtes et le crâne fracturés. Déjà, il y a un truc qui cloche, mais c'est pas le pire. Une autre est retrouvée sans ses yeux ni sa langue. On retrouve la personne avec les yeux et la langue arrachés. Comment c'est possible? Les 4 derniers sont retrouvés avec des traces de radioactivité sur leurs vêtements. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut cumuler les fractures, l'arrachement de langue et d'yeux, le fait qu'il n'y ait pas de traces de pas et la radioactivité sur les vêtements? Ça fait plein d'éléments qui ne concordent pas ensemble. Qu'est-ce qui a tué ces randonneurs? La piste du meurtre est très vite abandonnée puisque aucune trace de lutte n'est trouvée sur le corps des victimes. Par contre, les enquêteurs confirment qu'ils ont eu peur. Ils ont déchiré leur tente, ils sont partis à toute vitesse. Quelque chose leur a tellement fait peur qu'ils sont partis courir dans la neige de Russie sans vêtements. Et sans oublier qu'ils étaient 9. Qu'est-ce qui a pu faire peur à 9 personnes d'un coup? Certaines théories un peu farfelues parlent de créatures étranges, des extraterrestres, le Yeti. Oui, ça semble farfelu, mais en même temps, qu'est-ce qui a pu se passer d'autre? Après tout, comment expliquer que quelqu'un ait été retrouvé sans ses yeux ni sa langue? Un humain n'aurait pas pu le faire sans laisser aucune trace. D'après les experts, je cite, seule une force irrésistible et inhumaine aurait pu commettre un tel acte. Alors une force irrésistible et inhumaine, ça peut faire penser soit à des créatures, soit alors à quelque chose de différent. Par exemple, quelque chose qui aurait agi sur leur conscience, etc. Seulement, comment expliquer la langue, les yeux arrachés, alors qu'il y a aucune preuve que la personne se soit arraché les yeux toute seule? La piste de l'ouragan et de l'avalanche a donc été privilégiée, sauf que quand on réfléchit un peu, j'ai jamais vu un ouragan ou une avalanche qui arrache les yeux et la langue de ses victimes. L'enquête a été réouverte l'année dernière, en 2019, c'était en 59 quand même. Aujourd'hui, le mystère règne toujours et on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là, Dyatlov Pass. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ça assez étrange. Même avec la technologie dont on dispose aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. On pourrait penser, c'est quand même la Russie, à l'époque c'était l'URSS, à des expériences peut-être sur la région de Dyatlov Pass, et donc ça aurait été peut-être des dommages collatéraux, peut-être une nouvelle arme, une arme psychologique. Le mystère reste entier, et toutes théories sont les bienvenues. Passons à la deuxième histoire, celle de la famille Soder. Ouais, je l'ai dit en mode English, j'ai l'impression d'être dans un film anglais où ils disent Roberts, Alberts.
La veille de Noël en 1945, aux États-Unis, vit la famille Soder. Elle est composée de la mère, Jenny, du père, George, et des 9 enfants de cette famille. Ouais, ça fait beaucoup d'enfants. Ce soir-là, Jenny va se coucher avec George, le père, et 5 enfants Soder demandent à Jenny s'ils peuvent rester le soir pour jouer. Jenny accepte, mais leur dit d'éteindre impérativement la lumière avant d'aller dormir, ce qui est normal. Autour de minuit, Jenny reçoit un coup de téléphone assez étrange. Une femme est à l'appareil et demande à parler à un homme dont Jenny ne reconnaît pas le nom. L'appel se suit d'un rire un peu bizarre et la personne raccroche. Bon, Jenny fait pas trop attention, par contre elle remarque quelque chose. Les lumières sont allumées. Il est minuit, les enfants sont censés dormir, ils ont oublié d'éteindre la lumière et ça pose problème. Elle descend donc les escaliers jusqu'au salon pour aller éteindre les lumières. Elle remarque que sa fille est en train de dormir, conclut donc que les autres aussi, elle éteint les lumières, ferme les rideaux et retourne se coucher. Elle est de nouveau réveillée par quelque chose à peu près 30 minutes après, quelque chose qui tape sur le toit, ce qui semble être une balle en caoutchouc qui tape sur le toit. Ce bruit dure à peu près une trentaine de minutes jusqu'à s'arrêter. Jenny se rendort, mais pas de chance, parce que 30 minutes plus tard, elle est encore réveillée. Cette fois-ci, elle remarque que la chambre se remplit peu à peu de fumée. La maison est en train de prendre feu. Jenny et George tentent de réveiller les enfants, de les sortir de là, sauf que le feu va très vite. Ils sortent et 5 des enfants Soder sont restés dans la maison. George tente d'attraper son échelle pour entrer dans la maison par le premier étage, sauf qu'elle n'est pas à l'endroit où elle est censée être rangée, alors que George la range toujours à ce même endroit. Il tente d'appeler les pompiers, mais le téléphone ne marche pas. Les lignes sont coupées. Ils sont donc contraints de regarder leur maison brûler avec leurs enfants à l'intérieur. Mais c'est là que le mystère commence. L'enquête fut rapide. On conclut très vite à une panne électrique qui aurait causé l'incendie. Sauf que les Soder savent que ça vient pas de ça. Et oui, puisqu'en effet, lorsque Jenny a essayé de réveiller les enfants, pendant l'incendie, elle a remarqué que son sapin de Noël était toujours allumé. Autrement dit, il n'y avait pas de panne électrique à ce moment-là. Alors pourquoi la police aurait conclu si vite à cette conclusion? Peut-être qu'ils avaient quelque chose à cacher, ou peut-être qu'ils en avaient rien à faire de l'enquête. Mais c'est pas tout. On retrouva dans la maison des fragments d'os et d'organes, appartenant théoriquement aux enfants Soder. Sauf que le feu n'aurait pas pu en si peu de temps calciner autant les enfants. Je veux dire, normalement, on aurait retrouvé un corps calciné, mais pas des fragments d'os et des organes. Donc il y a quelque chose qui ne correspond pas. Et pour autant, la police ne fait pas attention et conclut l'affaire. Et on apprend en plus, plus tard, que l'un des organes était un foie de bœuf. Qu'est-ce qu'un foie de bœuf faisait parmi tous ces organes? Peut-être que quelqu'un était entré dans la maison et les avait placés là. Alors la conclusion semble évidente pour les Soder. Quelqu'un a mis le feu, coupé les lignes téléphoniques, bougé l'échelle de George et placé un foie de bœuf. L'incendie était criminel. Mais la police ne voulait pas le croire. Officiellement, les 5 enfants Soder sont morts dans le feu. Un feu qui fut accidentel. Cependant, plusieurs éléments ont mis les Soder sur une autre piste, celle d'un crime prémédité. Premièrement, les enfants rescapés de l'incendie ont dit avoir vu, quelques jours avant l'incendie, un homme qui les regardait à travers sa voiture et qui venait souvent devant la maison. Un étranger qui les regardait. Qui était cet homme? Le même étranger qui a été aussi aperçu quittant le garage des Soder le même jour que l'incendie. On apprit plus tard que cet homme, qui s'est fait attraper par la police, était celui qui avait coupé les lignes téléphoniques et on retrouva plus loin l'échelle de George, qui était manifestement cachée puisqu'elle n'était pas chez lui. Mais c'est pas tout. Les voisins rapportent avoir vu une sorte de météorite tomber sur la maison des Soder juste avant l'incendie. Et là, ça devient étrange. Alors quelqu'un qui aurait mis le feu, ok, mais qu'est-ce que cette espèce de météorite vient faire ici? Jusqu'ici, on ne le sait pas. Après ces révélations, bien évidemment, une théorie émerge. Les enfants ont été enlevés et le feu ne fut qu'une couverture. Ce qui expliquerait pourquoi un foie de bœuf a été retrouvé là-bas. C'était une fausse piste pour prouver la mort des enfants. Les Soder continuèrent à chercher et découvert quelque chose d'étrange. D'autres os et organes ont été retrouvés sur l'incendie, sauf que personne n'en a parlé. C'était les os d'un adulte et qui n'avait pas de dégâts de feu. Autrement dit, un os qui ne peut pas correspondre à celui des enfants et qui a été placé là juste avant l'incendie, puisqu'il a même pas eu le temps d'avoir des dégâts à cause du feu. Il n'y a donc à ce moment-là plus aucune preuve que les enfants Soder sont morts dans cet incendie. Les Soder érigèrent donc une affiche pour retrouver leurs enfants qui à présent sont portés disparus. Une récompense de 5000 $ est à la clé, ce qui est vraiment pas mal pour l'époque. On n'a aucune nouvelle de 45 jusqu'à l'année 68, puisqu'en 68, un magazine publie un article qui
parle justement du mystère des Söder, dans lequel se trouve une photo. La photo d'un jeune homme, avec inscrit en dessous « Louis Söder, j'aime, frère, Francky, Lille, garçon », avec des numéros un peu étranges. Louis Söder. Louis Söder, c'est un des enfants qui a disparu le soir de l'incendie. Depuis les événements, il aurait donc pris à peu près 10 ans, ce qui correspondrait à l'âge que semble avoir le jeune homme sur la photo. De plus, si on regarde, il y a une certaine ressemblance physique entre les deux. Après ça, les Söder embauchèrent un détective privé afin d'aller à l'endroit où a été publié cet article pour retrouver leur enfant. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles de ce détective privé. Il n'est jamais revenu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette photo montrait vraiment un enfant Söder? Est-ce que les enfants Söder étaient bien en vie à ce moment-là? Ont-ils été enlevés? Par qui? On n'en a aucune idée. Le mystère demeure toujours. Je vais rajouter quand même un élément, mais qui pour moi est assez étrange. Un vendeur d'assurance est passé avant l'incendie pour vendre son assurance aux Söder. Seulement les Söder ont refusé et le vendeur s'est énervé. Il leur a crié dessus et leur a dit que dans peu de temps, leur maison allait brûler et leurs enfants allaient disparaître. Et c'est ce qui est arrivé. Alors on peut se dire, il n'y a plus de mystère, c'est le mec de l'assurance. Mais pourquoi? Pourquoi faire un incendie? Je veux dire, si à chaque fois que quelqu'un refuse l'assurance, il brûle la maison, il y a un moment il se fait choper. Et puis pourquoi enlever les enfants? Pourquoi les entretenir pendant 10 ans? Il y a plein de choses qui ne correspondent pas. C'est la fin de ces deux histoires, j'espère qu'elles vous auront plu, je les ai trouvées absolument fascinantes. Je trouve ça tellement étrange et tellement effrayant de pas savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ces gens n'ont pas été punis. Et quand je dis ces gens, dans le cas de Dyatlov, on n'est même pas sûr que ce soit des gens. J'espère vous avoir donné quelques frissons dans le dos, et si vous voulez d'autres vidéos du style, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur une vidéo un petit peu plus tranquille, posée. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et puis sur ce, bye.